Alors, je continue. Il reste encore quelques minutes seulement. De toutes les façons, c'est à l'UNESCO de mettre de l'ordre dans l'esprit de l'humanité. Mais malheureusement, les institutions internationales, commençons par l'ONU. L'ONU a failli non seulement à son devoir, mais était complice de tout ce qui se passe dans le monde. L'ONU n'a jamais joué son rôle. Avec tout ce qu'on a coûte comme frais, les représentants de chaque gouvernement, parce que c'est des représentants du gouvernement et non des représentants du peuple, ils sont là-bas comme des colonies de vacances. C'est des colonies de vacances, des diplomates. Colonies de vacances des diplomates. Oui. L'ONU n'a jamais pris une décision, une position nette et ferme pour l'intérêt d'un peuple quelconque. Oui, jamais. Le secrétaire général se contente d'un petit message pour dénoncer un acte terroriste, pour dénoncer une agression quelconque d'un pays contre un autre, pour dénoncer certains massacres quelque part, et c'est tout. Et c'est tout. Ils se contentent de ça. Et ils se prennent pour un homme. Et se prennent pour un secrétaire général de l'ONU. C'est un secrétaire général, celui-là, de l'ONU. Il représente quoi? Il représente qui? Il ne représente même pas sa personne. Même pas sa personne. Mais personne n'a demandé des comptes à ses représentants à l'ONU. Mais pourquoi on n'a jamais demandé des comptes à ces gens-là, avec tout ce qui se passe dans le monde? Pourquoi? Parce que, au niveau de chaque nation, de chaque peuple, les gouvernements, tous en tant que gouvernement renégats, sont tous des renégats, oui, des renégats. La seule force populaire qui pourrait demander des comptes et suivre de très près les activités du gouvernement, c'est l'université. Oui, c'est l'université. Les universités n'ont jamais étudié, n'ont jamais demandé un bilan. Lorsqu'on voit, si nous prenons seulement les pays nouvellement indépendants, et nous prenons l'ensemble des universités du monde, eh bien, jusqu'ici, les étudiants n'ont jamais eu leur statut d'étudiant. Ils sont toujours élèves, sans s'en rendre compte. Ils font 5-6 ans à l'université, ils deviennent professeurs, puis docteurs, tout ça et continuent même à enseigner à l'université ou ils partent ailleurs. Mais il ne s'est jamais rendu compte qu'il n'a jamais eu le statut d'étudiant. Il était à l'université en tant qu'élève. En tant qu'élève. Oui. L'élève, comme notre regretté Ammar Boulifa, un ancien professeur, un écrivain dans les années 30-40. Il dit que la mission de l'élève est dans le mot élève. Et l'élève,
le E, il écoute, le L, il lit, le E, le deuxième E, il écrit, le V, il vérifie, le dernier E, il enregistre. Donc l'élève, il écoute, il lit, il écrit, il vérifie ce qu'il a lu, ce qu'il a écrit, puis on l'enregistre. C'est une analyse faite par Omar Bonifa, rapportée par Monique Brown. Donc, mais l'étudiant, c'est pas l'étudiant. Mais alors, les étudiants dans le monde, ils ont resté avec le même statut. Alors que nous, à l'université, on dit université. Mais à l'université, il n'y a pas de classe, il y a des amphithéâtres. À l'université, il n'y a pas de leçons, des instituts, il y a des conférences. Maths, donc, amphithéâtre, conférence, ça suppose quoi? Ça suppose le dialogue, ça suppose le débat pour chaque conférence. Un professeur digne de respect de lui-même, il doit mettre le temps de la conférence égal au temps de débat. Oui, il faut des débats. Et les étudiants doivent s'organiser en petits groupes, 4, 3, pas plus de 5. Ils vont faire des études ensemble, le matin, le soir et tout ça. Ils vont étudier et le lendemain, avec le professeur, il va dire, écoutez, monsieur, on a trouvé dans tel ouvrage, des choses qui ne sont pas conformes à la conférence que vous avez donnée. Et voilà pourquoi vous avez dit, pourquoi il a écrit. Et le mot l'étudiant, il étudie, il n'apprend pas. C'est lui-même qui étudie. Même en arabe, il ne va pas accepter ce que dit le professeur n'importe comment. Ah non. Haïwar. Il faudrait que le professeur gratte un peu sa tête. Il ne va pas venir dans des cours à 200, 300 étudiants qui vont devenir demander un essai de cadre comme ça. Il va les bourrer de sa pensée qu'on lui a dictée. Donc il devait, c'est ça. Et les étudiants doivent vraiment être étudiants. Chaque mot, chaque expression employée par le professeur doit être analysée. Maintenant, lorsqu'on voit que l'université ce qui se passe dans le monde, et l'université reste encore en silence. Les étudiants attendent aussi pourvu qu'ils puissent avoir son module. On sait que ce qui manque actuellement dans tous les pays du monde, c'est pas les compétences. C'est pas les compétences. Parce que du petit chef de service jusqu'au président de la République, c'est des universitaires. Donc, ce n'est pas des compétences. Oui. Les autorités, la police, la gendarmerie, le service de sécurité, tout ça, et ils sont formés dans des hautes écoles. Ben, pourquoi ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre public, à mettre les gens en pleine sécurité? Donc, il faut partir d'un principe, c'est la mauvaise orientation et le manque de volonté des gouvernements renégats qui a créé un désordre moral. Parce qu'il faut partir d'un principe qu'il est faux d'admettre ou de croire qu'un petit groupe de 3, 4, 5 personnes de
Başkanı sonra ikili kısmı. Alors, de mafiosi, un groupe de 5 aussi bandits puissent résister une semaine. Oui. Dans un village ou dans un quartier ou dans une ville, dès qu'il y a un acte quelconque, tout le monde sait quel serait l'auteur. Oui, pour n'importe acte. Parce que les bandits et les mal élevés, toutes sortes de machins sont connus par les villageois. Se connaît par région du quartier. Oui, dès qu'il y a un vol quelconque, on sait. Tout de suite, on sait quel serait l'auteur. Alors, quand on voit des réseaux au niveau de chaque village, du quartier, au niveau national, au niveau régional, au niveau continental, au niveau national, donc il est faux de croire ou d'admettre que sans la complicité des autorités, un petit groupe de n'importe quel banditisme peut survivre, peut résister une semaine. Aucun groupe, quelle que soit sa formation dans le banditisme, il ne peut résister une semaine sans être arrêté. Mais c'est avec la complicité des autorités qu'on a créé de l'insécurité. C'est la complicité des autorités qui a créé l'insécurité. Donc c'est le régime, c'est les régimes, c'est les gouvernements qui sont responsables. C'est leur autorité. Ce sont les gens payés avec le trésor public, l'argent du peuple, qui est complice avec toutes sortes de formations de malfaiteurs. Jusqu'à la création de ce monde terroriste. C'est pas la compétence qui manque. Lorsqu'on voit tous les PDG, tous les ministres voleurs qui détournent les points, d'où vient-il? Ils viennent de l'université. L'injustice des gens qui de ce genre de machins qui se promènent un peu partout dans le monde. Oui, c'est dû à la mauvaise gestion du ministère de la Justice. Le détournement, c'est dû à quoi? Normalement, un simple exemple. Normalement, lorsqu'on à l'école de comptabilité ou bien à l'économie, la première année, deuxième année, il faudrait que les étudiants fassent de la pratique. Oui, la session, une session des étudiants de la deuxième année ou la troisième année, ils vont aller au ministère, travailler au ministère, voir comment traiter les dossiers. Chez la direction des impôts, chez la direction des douanes, chez les banques, chez les assurances, des étudiants qui vont aller travailler sur place pour voir comment traiter les dossiers. La même chose pour la faculté de droit. Deuxième, troisième année, il faut envoyer les étudiants à travailler au ministère de la Justice, dans tous les tribunaux, à voir tous les dossiers, comment traiter les dossiers. Comme ça, ils ont comment dire, ils vont être au courant de la pratique. Et la théorie à l'université, la pratique sur le terrain. Comment on fait par exemple pour les médecins? Pour les médecins, on envoie des étudiants en médecine dans les hôpitaux pour
pour s'imprégner sur le plan pratique. C'est la même chose. Ce qu'on fait pour les médecins, on doit le faire pour les étudiants de droit. Ils vont au ministère, ils vont dans tous les tribunaux. Ils vont assister, comment ça se passe, les audiences, comment faire traiter les dossiers, l'ensemble des dossiers. Ça, voilà ce qu'on appelle un gouvernement de bonne gouvernance, un gouvernement sérieux, un gouvernement qui ne cache rien à son peuple. Et pourquoi on ne fait pas ça? Alors, lorsqu'au niveau de l'université, on entend que maintenant, je vais prendre d'abord l'information des journalistes. Les journalistes c'est des universitaires. Un journaliste qui ne sait même pas comment donner une information, prenons quand même, en commençant par l'éducation, problème moral. Lorsqu'ils annoncent une catastrophe quelconque, ou là un accident quelconque, ou ils commencent par l'accident même. Pour dire il y a 50 morts, 200 blessés, pour dire par la suite où et quand. Mais il va vraiment effrayer tout le monde. Alors tout le monde va attendre où ça passe. Alors, imbéciles qu'ils sont, ils sont tous des imbéciles. Des imbéciles. Parce que moi j'ai toujours dit, avant on n'exige pas on n'exige pas de diplôme pour un imbécile. بالأمريكا نقولوا أبو هاد استقرار شهور سنوات شهادة أو ديبان ديبلوم أبو هاد أنا imbécile c'est un imbécile. Mais maintenant non, les imbéciles il faut des diplômes. Avant les imbéciles on n'exige pas des diplômes, ils vont même pas à l'université par la peine. Ils sont des imbéciles comme ça. Mais maintenant, non. Pour être imbécile, non. Il faut être à l'université. Il faut passer 4, 5 ans à l'université pour être imbécile. Non. Imbécile, on ne devient pas comme ça sans être à l'université. Oui, maintenant, il faut fréquenter l'université pendant 4, 5, 6 ans pour devenir imbécile. Exactement. Alors, tout le monde sait que l'histoire commence par le lieu d'abord, le lieu, l'époque, le temps, puis l'auteur, ou bien l'accident elle-même. On doit parler, on va dire à tel endroit, d'abord le lieu, tel pays ou telle wilaya, telle région, tel département. Hier soir, à telle heure, il y a eu ça et ça. Oui. On doit, parce que c'est le lieu d'abord qui existe avant tout. Qu'est-ce qui existe avant? C'est le lieu, puis le temps, puis l'accident. Mais c'est monsieur l'imbécile, il commence par l'accident. Il y a eu 50 morts, 200 blessés, tout ça à serrer. Et bien, à la suite, il va vous dire, se trouve à tel pays, dans tel pays, dans tel autre. On voit déjà quel genre de journaliste on a. Maintenant, on lui dit d'annoncer quelque chose, sans qu'il sache de quoi il s'agit. Il va le dire, il va le répéter, tout ça, sans gêne, tout ça, affairé. Lorsqu'on parle, par exemple, avec tout ce qui se passe dans le monde, on parle que les Américains défendent les intérêts. Les Américains défendent leurs intérêts. Les Américains défendent... Ok. القنوات الناطقة بالعربية des expressions arabes,
et tout ça, et vous dites que les Américains ne défendent que les intérêts. Les Américains ne défendent que les intérêts. Est-ce qu'on entend que ça? Ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains, le gouvernement américain, est là, c'est des nationalistes. Alors, ils ont une bonne gouvernance. Ils ont des cadres vraiment consciencieux. C'est des gens qui aiment leur pays. Parce qu'à partir du moment où ils défendent leurs droits, ils défendent leurs intérêts. Ils défendent, bien sûr. Donc, lorsqu'on entend ça, les étudiants américains, ils vont entendre ça. Ils ne cessent d'entendre ça. Ils vont dire, tant mieux, notre gouvernement, nous défendons ça et tout ça. Mais ceux de l'expression arabe, pour eux, ceux qui défendent leurs intérêts est un défaut. Défendre les intérêts est un défaut. Oh, ils critiquent les Américains parce qu'ils défendent les intérêts. Tellement qu'ils sont imbéciles. Ils vont dire, mais ces intérêts, où sont les intérêts américains? Au machin, au Japon, au Vietnam, au Pakistan, en Irak, en Syrie, au Yémen, en Libye. Est-ce que vraiment les Américains sont menacés par les Syriens, par les Irakiens, par qui? À partir du moment où les gouvernements de ces pays sont pour les Américains déjà. Est-ce que vraiment il faut une sixième flotte, il faut des avions sans pilote, il faut des porte-avions pour défendre les intérêts américains? Et vraiment. Et ceux qui n'ont pas de porte-avions, n'ont pas des avions sans pilote, ils n'ont pas de sixième flotte. Est-ce que ils ont perdu leur intérêt? De quel intérêt parle-t-il? De quel intérêt parle-t-il de ces Américains? Les étudiants américains, normalement, ils vont dire, comment ça se fait comme ça? Messieurs les Maisons Blanches, donnez-nous, expliquez-nous où sont nos intérêts en Afghanistan. Mais messieurs, avec toutes ces forces, avec toutes les troupes, avec les soldats américains qui meurent un peu partout dans le monde, et les peuples innocents que vous massacrez, bombardez dans les 4 coins du monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Américains? Est-ce que vraiment les talibans, les petits hommes avec toute leur barbuche, ils ont fait peur, ils font peur, ils menacent les intérêts américains. Et les Américains, ils ont traîné avec eux 38 pays de l'OTAN. 38 pays plus les Américains, avec tous les services de CIA et toute la clinique, avec tous les moyens matériels de l'armée du ciel, l'armée de terre, l'armée de mer, l'armée de tout ça, l'affaire, avec tous les services de sécurité, tout ça, ils n'ont pas pu mettre fin à un petit groupe de talibans. Ça veut dire quoi? Est-ce que vraiment les talibans présentent une menace pour l'Amérique, avec toute la force américaine? Vraiment. Eh bien, donnez-nous des explications. Mais les étudiants américains ne font rien, ne disent rien, avec tout ce qui se passe. Et les autres étudiants dans le monde, la même chose. Ils ont le silence. Ils disent rien. Ce n'est pas les travailleurs qui vont dire ça. Ce n'est pas les paysans. Ce n'est pas les commerçants. Ce n'est pas l'union des femmes ou l'union de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas les équipes sportives qui vont dire ça. C'est les étudiants qui doivent demander des comptes, doivent demander des explications, doivent demander des machins.
C'est des étudiants qui doivent demander ce qui se passe dans n'importe quel ministère. C'est des étudiants qui doivent terminer leur diplôme avec la partie pratique dans leur domaine, dans chaque ministère. Un étudiant, une année ou deux avant de sortir, avant d'avoir son diplôme, il doit exercer dans le ministère de son domaine. Comme ça, le gouvernement ne peut rien cacher et les cadres, par la suite, ils auront une compétence. Oui. Après, lorsque quelqu'un va devenir quelqu'un, un wali ou un PDG ou il a eu la théorie à l'université et la pratique sur le terrain. Et avec ça, aucun directeur, aucun wali, aucun chef de département, aucun ministre ne peut faire sa loi. Tout serait au clair du jour. Tout serait vraiment connu par tout le personnel. Le directeur ne peut pas exercer son autorité sur sa secrétaire. Ne peut pas exercer, et il ne va pas faire de son chauffeur son serviteur. Il ne va pas faire de ses agents les machins, comment dirais-je, il ne va pas devenir caporal sur ses troupes. Oui, ils vont travailler dans le respect, dans l'intégrité et les compétences. C'est ça. Alors, c'est l'université qui doit bouger. Lorsque, à l'université, on entend n'importe quoi, on écrit, on accepte. Non. Il est temps, avec tout ce qui se passe, de prendre d'abord, pour mettre de l'ordre dans l'esprit, il faut mettre de l'ordre dans nos langages. Il faut rejeter toutes les expressions qui ne sont pas à leur place. Parce que c'est avec ces expressions, au sens figuré, qu'on a réussi à défigurer le sens propre, qu'on a réussi à tromper les peuples, à tromper les jeunes, à tromper tout le monde. Oui. On ne doit pas accepter n'importe quelle phrase sur un ouvrage quelconque, ou bien sur un cours quelconque, ou bien sur une conférence quelconque. On ne doit pas en laisser entendre. Soit c'est son père, ses parents, soit c'est ses voisins, soit c'est ses collègues. Alors, sur le professeur, c'est le professeur. Monsieur le professeur, cette phrase n'est pas à sa place. Exemple, un tout petit exemple pour voir quel est le dégât qu'a causé à l'humanité une petite phrase mal placée, mal utilisée. Une petite phrase. Oui. Un S, lorsqu'on écrit la race au pluriel, tout le monde sait que combien de races de l'humanité il n'y a qu'une seule race. Nous sommes tous descendants de Adam et de Ève. Il n'y a qu'une seule race de l'humanité. Ouais. Le reste, c'est des bêtes. C'est le bestial. L'humanité, il n'y a qu'une seule race. Mais lorsqu'on a commencé à l'écrire au pluriel, et on a admis, on l'écrit, on l'entend, et on accepte, on a fini par nous inculquer, oui, les forces diaboliques, à nous inculquer que chaque nation est une race. Que chaque nation est une race. Avec cet esprit. Donc, les gens qui ont inventé à faire des armes, ils vont dire, voilà, je vais faire des armes pour anéantir ou telle race.
pour défendre ma race. Et oui, l'arme destructive, l'arme chimique, tout ça, il n'y a rien. Parce que à partir du moment, c'est le gouvernement qui dirige l'université, c'est pas l'UNESCO. Oui, je ne parle pas de cette UNESCO. Alors, pour le gouvernement, pour lui, il va inculquer aux jeunes à l'université, il y a plusieurs races, donc non, il faut que, pour préserver nos races, on doit fabriquer des armes nucléaires, chimiques et tout ça, la série. Ben, l'étudiant, le chercheur, il le fait avec fierté, d'une manière comme ça. Il ne sait pas c'est de l'imbécilité, c'est un idiot de penser à ça. Alors que normalement, il va dire non. Cette arme contre qui, monsieur? Contre un peuple qui est notre frère. N'importe quel peuple dans le monde est notre frère. Qu'il soit voisin ou n'est pas voisin, un peuple, c'est l'humanité, ce sont nos frères. Un être humain, là où il se trouve, avec n'importe quelle langue qu'il utilise, avec toute sa culture ou sa couleur, c'est un autre frère. Je ne vais pas faire quelque chose qui va lui faire du mal. Il ne va pas accepter à fabriquer des armes. Il n'acceptera jamais de fabriquer des armes. Mais à partir du moment où on vient inculquer, il y a plusieurs races, lui c'est une race à part, il a fait. Parce que le mot agit lentement mais sûrement et la plupart d'une manière permanente. Il y a une anecdote que dans la société amazigh, je me souviens lorsqu'on était jeune, à la maison, on nous raconte cette anecdote. Oui, un enfant de 10 à 12 ans, envoyé par sa mère pour vendre un coq. Arrivant au marché, il y avait tout un petit groupe de jeunes de son âge qui voulaient vraiment lui jouer de sa tour et vraiment se moquer de lui. Ils veulent se moquer de lui. Ils se sont entendus que l'un derrière l'autre, ils vont aller lui demander le prix de ce coq, mais pas en disant le coq. On lui dit combien le prix de ce lapin. Et là, il lui dit non, ce lapin, c'est un coq. Non. L'autre lui dit non. Ben, comment? Tu fais même pas la différence entre un coq et un lapin? Celui-là, c'est pas un coq, c'est un lapin. Eh ben, puisque tu ne sais même pas tu ne peux même pas distinguer, eh ben, je ne l'achète pas, je pars. Il y a un deuxième qui dit la même chose, un troisième qui lui dit la même chose, quatrième, cinquième qui lui dit la même chose. Ben, il commence à douter que ce coq n'est pas un coq, c'est un lapin. Il commence à douter. Après, il y a un autre qui vient et lui dit la chose, c'est toujours. Et à la fin, il y a un homme qui vient lui dire bonjour, comme vient ce coq, il lui dit mais vous, les hommes âgés, hein, vous avez perdu vraiment pas dire la raison. Celui-là, c'est pas un coq. Alors l'homme lui dit c'est quoi alors? Il dit c'est un lapin. Alors l'homme lui dit mon fils, celui-là c'est un coq, pas un lapin. Alors l'enfant lui dit laisse-moi tranquille, monsieur. Voilà l'examen tranquille. Alors l'enfant commence, à l'intérieur de lui-même, commence à condamner sa mère. Il dit ma mère m'a eu, en me disant que c'est un coq, elle m'a ridiculisé de maintenant ici au marché devant tout un groupe de jeunes. Eh bien, il commençait à l'intérieur de lui-même vraiment à mettre se mettre en colère contre sa maman. Ah ben, il dit dès que je serai à la maison, je sais ce que je fais. Il dit tout ça. Vous voyez, à force de répéter une chose à quelqu'un, il commence par admettre. Oui,
Un autre, c'est récemment, il y a une dizaine d'années, des événements, des manifestations qui ont lieu à Tijoujou, des jeunes qui ont revendiqué la langue amazigh, la récupération de l'identité de notre nation. Et tout ça, il y a eu des morts, il y a eu du tués. C'est une liste additive qu'on a ajoutée aux martyrs de notre révolution. Oui. Le nombre de martyrs de notre révolution pour acquérir notre indépendance, on a ajouté cette liste additive pour enfin arriver à faire reconnaître la langue amazigh et à récupérer son identité. Alors, durant ces manifestations, alors nous étions dans un café en plein été et chaleur ardente. Et un groupe de ces manifestants sont rentrés au café pour boire de l'eau. Ils étaient vraiment soif. Alors l'un d'eux commence à crier sur les alliés. Il leur a dit, voilà, je vous ai dit de ne pas passer par telle rue, et je vous ai dit de ne pas passer par les Genies, il ne fallait pas descendre la nouvelle ville, descendre de la haute ville vers la nouvelle ville, vers comme ça, vers la place publique, et vous avez fait une péril à notre trajet. Il commence à crier. Eh bien, l'un d'eux lui dit, écoutez, tu sais, nous les Arabes, on ne peut pas s'entendre du tout. C'est comme ça. Ben, vous voyez. Ah ben, il a vu que il y a des chefs durant 15, 20, un mois même, lui-même était à la tête d'un groupe de manifestants contre l'arabisme et pour la majorité. Mais à la fin, il a dit, nous les Arabes, c'est comme ça. Parce que le mot arabe, on a inculqué dans l'esprit. D'un côté, comment tu es contre l'arabisme et tu es pour la récupération totale et de l'identité amazigh et tout ça, et par la suite tu dis, nous les Arabes. Et pourquoi? Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce que la langue elle-même, elle est basée sur c'est une langue de poésie, basée sur l'exagération. Ils exagèrent. Et sur l'assimilation. Oui. Elle est basée sur des machins, des contradictions. Il est fait de contradictions. Oui, elle-même, la culture, enfin, il n'y a pas de culture. La langue amazigh, la langue arabe, elle est faite sur les contradictions. À la mosquée, vous allez entendre dans toutes les mosquées du monde, vous allez entendre un imam dire un mot, un hadith de Mohammed, et dire un verset. Il va, le hadith est contre le verset. Oui, il cite des versets contre le Coran. Il cite des sentences du prophète contre le Coran. Ben, comme ça. Pour eux, c'est le prophète qui les a dit. Ils prêchent beaucoup plus la contradiction que la compréhension. Ils sont contre toutes sortes de compréhension. Ils sont contre la compréhension. Ils sont pour la contradiction. Alors, à l'université, lorsqu'on nous dit Maghreb al-Arabi, et on l'accepte et on l'écrit. Mais on doit le dire, monsieur. Et en vertu de quoi on dit Maghreb al-Arabi? Pourquoi Maghreb? Pourquoi Maghreb? Et pourquoi arabe? يقول لك نحن عرب. يا فلان يا أستاذ. يقول لك اللغة العربية لغتنا.
قال كي يقول لك باللي بن باديس قال يعني اسلام ديننا ولا اللغه العربيه لغتنا. بن باديس a dit que l'islam est notre religion, l'arabe est notre langue. Mais qui est ce Ben Badis? D'abord, ils n'ont jamais demandé de savoir qui est ce Ben Badis. Si on a demandé à savoir qui est ce Ben Badis, personne n'aurait accepté d'entendre son nom par la suite. Oui. Si quelqu'un a demandé qui est ce Ben Badis, alors si on fait apprendre aux gens qui est ce Ben Badis, personne n'aurait un appareil à le citer. Sinon, que pour le condamner. On peut citer Ben Badis que pour le condamner à vie. On ne citera jamais Ben Badis comme exemple, bien au contraire. Mais on n'a jamais demandé qui est ce Ben Badis. Mais, deuxièmement, est-ce que si nous acceptons toujours le mensonge, on va le partager en deux. Une partie on accepte, une autre partie on va le développer, on va chercher la vérité. Ben, admettons l'impossible. Admettons que les Égyptiens, les Soudanais, les Libyens, les Tunisiens, les Algériens, les Mauritaniens, les Marocains sont tous des Saoudiens. C'est-à-dire sont tous des Arabes, comme on le dit comme ça. Sont tous des Arabes. Parce que s'ils sont arabes, ils ne peuvent qu'être que Saoudiens. Donc, nous tous, nous sommes des Saoudiens. Les Marocains, les Mauritaniens, les Algériens, la Tunisie, les Marocains, les Libyens, les Égyptiens, sont tous des Saoudiens. Acceptons comme ça. Ils sont tous des Saoudiens. Mais, les pyramides et le Nil, le grand Sahara, les monts de Gurgura, les monts des Orages, les monts des Atlas, et toute cette terre, on ne l'a pas ramené sur le dos des chameaux. هذا الأرض هذه كل الأرض نتاع مصر، الأرض نتاع حتى المغرب. ما جبناهاش الأرض هذا، ما جبناهاش فوق الجبل. ما جابوش عقبة فوق الجبل. فوق الجمل، فوق الجمل، فوق دي شامو، فوق الناقة. دونك الأرض هذه كانت هنا. دونك الأرض هذه إفريقية. دونك lorsqu'on parle du pays, on parle الوطن. الوطن هذا مش عربي، الوطن إفريقي. إفريقيا comme tous les continents, comme tous les points du monde. عنده الشرق، عنده الغرب، عنده الجنوب، عنده كل شيء. هنا شمال افريقيا، الارض هذه شمال افريقيا. اذا قول باللي الارض هذه ما تقولش عربيه، الارض هذه ما اذا كان انت عربي وانا عربي، خاطر جينا من السعوديه، خاطر غير السعوديين اللي هما عرب، اللي يقول باللي انا عربي معناه سعودي. اذا كان راك سعودي ولكن الارض هذه ماهيش سعوديه. الأرض هذه ماهيش سعودية، ما جبناهاش من السعودية. كانت هنا. يا أستاذ هكذا. لما الأستاذ تقول له هكذاك، تقول له يا أستاذ هل جايز دينيا أن نشهد شهادة الزور toutes les lois du monde, des pays athées, des pays païens ou des pays croyants, tous les pays, toutes les lois du monde condamnent le faux témoignage. Oui. القرآن أيضا شهادة الزور من الكبائر التي لا تغفر. Le faux témoignage, c'est un grand délit que Dieu ne pardonne pas. Alors, lorsque je fais un faux témoignage sur une personne, déjà, la loi ne me permet pas, il doit être puni par la loi. Dieu ne va pas me pardonner parce que c'est un péché impardonnable.
Alors, qu'est-ce que je dirais pour quelqu'un qui va faire un témoignage sur tout un peuple? Je veux dire, un peuple arabe alors que lui qui n'est pas arabe. Je vais taxer d'arabe alors lui qui n'est pas arabe. Deuxièmement, lorsque quelqu'un m'accuse de voleur, il accuse que moi. Il accuse que moi. Et il fait un faux témoignage, il va dire que celui-là, je l'ai vu, je l'ai pris en flagrant délit, il a volé. Alors qu'il sait que c'est un faux témoignage. Alors Dieu ne va pas lui pardonner, bien sûr. Alors par la suite, lorsqu'elle va découvrir la vérité, elle va le punir. Mais lorsqu'il me taxe d'arabe, il ne me taxe pas seulement moi. Parce que lorsqu'il m'a taxé de voleur, il n'a pas taxé mon père de voleur. Il n'a pas taxé mon grand-père de voleur. Mes aïeux de voleur. Mes ancêtres de voleur. Il ne les a pas taxés. Il a seulement fait un témoignage sur moi-même. Il m'a taxé seulement moi. Seulement moi. Et avec ça, la loi ne va pas lui pardonner, et Dieu ne va pas lui pardonner. Et qu'est-ce qu'on dirait lorsqu'il me dit que tu es un arabe? Donc, il fait un faux témoignage. Pour moi, que tu es un arabe, c'est automatiquement mon père aussi, donc c'est un arabe. Parce que si je suis un arabe, donc mon père aussi c'est un arabe. Mon grand-père aussi c'est un arabe. Et de génération en génération, jusqu'à celui de la noix. Donc, jusqu'à celui de la noix, c'est un arabe. Eh bien, je vais lui dire à la professeure, vous voyez, est-ce que vous acceptez ça? S'il y avait un seul étudiant qui a dit ça à l'université, les autres ils vont écouter, ils vont suivre, et cet étudiant, il aurait donné une leçon à ce professeur, et ce professeur va regretter ce qu'il a dit, il va revoir sa pensée, il va voir avec ses collègues, et c'est tous les étudiants qui vont dire la même chose. Alors, le problème de l'Algérie, le problème de l'Afrique du Nord, il n'y aura ni le problème de la Libye, ni le problème de l'Algérie, ni le Et lorsqu'on sait que l'arabisme, on va dire à monsieur le professeur, vous savez très bien que l'arabisme, comment a été créé l'arabisme? Elle a été créée par Michel Eflaq, avec Laurence d'Arabie. Où exactement? En Libye. Dans quel établissement en Libye? Dans une église. Oui. Eh bien, ça a été Laurence d'Arabie, ça a été une politique coloniale, anglo-française et impérialiste américano-russe. Les Russes et les Américains ne se sont jamais mis d'accord sur aucun point, sauf pour l'arabisme. Pour l'arabisme, ils sont d'accord. Ils ont créé la Ligue arabe, appelée le monde arabe, avant même l'ONU, avant la création de l'ONU. Oui. Mais à partir de là, lorsqu'on voit normalement un étudiant à l'université, c'est-à-dire le professeur, pourquoi vous dites que les pays arabophones, on les appelle les pays arabes, direct, taxe d'arabe. Et pourtant, en Afrique, comme dans le reste du monde, il y a des pays arabophones, il y a des pays francophones, il y a des pays anglophones. Et pourquoi ceux arabophones, on ne les appelle pas arabophones, on les appelle arabes? Et pourquoi? Le professeur devait répondre. Les étudiants doivent exiger la réponse du professeur. Ils doivent l'exiger.
Alors, il ne trouverait pas à répondre. Eh bien, il serait obligé d'utiliser la vérité, de faire réveiller sa conscience et faire réveiller la conscience de ses collègues et le reste du match. Vous voyez? Donc, cette monsieur le professeur, vous dites que la langue arabe, est-ce que dans ce pays, il y avait une langue avant celle de l'arabe? Ah oui, il y avait une langue qui s'appelle la langue amazigh. Oui, que les Romains appelaient à l'époque avec un sens péjoratif berbère. Donc c'est amazigh. Est-ce que vous, en tant qu'Africain, en tant qu'Amazigh, en tant qu'Algérien, sur le plan moral, sur le plan historique, sur le plan culturel et sur le plan religieux, donner la préférence à la langue arabe et balayer la langue amazigh au détriment de la langue amazigh, est-ce que c'est un acte accepté par Dieu? Alors, lorsqu'on sait que le Coran disait, oui, il disait, parmi les signes de puissance de Dieu, la création de la terre et des cieux, et la diversité de vos couleurs et de vos langues, quel est un signe de puissance de Dieu. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ذلك آية للعالمين. Donc, la diversité de couleurs et de langues, c'est un signe de puissance de Dieu. Donc, toutes les langues pour Dieu, toutes les langues est un signe de puissance de Dieu. Donc, si quelqu'un reconnaît une langue étrangère et qui lui donne la préférence sur sa propre langue, est-ce que c'est juste sur le plan moral et sur le plan spirituel? Non. Celui qui est contre la langue amazigh, celui qui combat la langue amazigh, celui qui combat l'identité amazigh, celui qui est pour la langue arabe, qui a arabisé l'Algérie, qui a arabisé la Libye, qui a arabisé l'Égypte, qui a arabisé le Soudan, qui a arabisé le Maroc, qui a arabisé cela. C'est quelle est leur place dans la vie d'au-delà? Répondez, monsieur le professeur. Ben, il va dire, vous allez. Ben, lorsque on reconnaît tout le Coran, tous les versets du Coran, et on essaye d'éliminer un seul verset, c'est comme quelqu'un qui élimine tout le Coran. من كفر بآية واحدة كمن كفر بالقرآن كله ليكفر. Celui qui renie une langue qui est un signe de puissance de Dieu, c'est comme celui qui a renié tous les signes de puissance de Dieu, tout le Coran. Alors, qu'est-ce qu'on dirait lorsqu'il s'agit de sa propre langue? On ne doit pas faire de différence entre la langue chinoise, la langue française, la langue italienne, la langue arabe, la langue hébreu. On ne doit pas faire cette langue. Alors, c'est surtout qu'il s'agit de sa langue maternelle, sa langue nationale. Il renie sa langue nationale au profit d'une langue étrangère et il se dit, il fait ça au nom de Dieu. Il dit ça à la mosquée en tant qu'imam, il dit ça à l'université en tant que professeur. Et celui,
il vient avec son costume et sa serviette, c'est un professeur, docteur. Mais tout ça, pourquoi on fait tout ça? Parce que il n'y a pas de conscience. Revenons à tout à l'heure, ce qui est dit, c'est l'absence de conscience. L'absence de conscience, elle est l'arabisation, je l'ai dit dès 1965. Je l'ai dit en public. Et je l'ai répété en maintes reprises devant les congrès du FLN, congrès des Moudjahidines. Oui. Mais je me trouve toujours tout seul, avec des menaces, mais je m'en fous. Personne ne me suit. Mais je le répète toujours. J'ai dit que l'arabisation est un crime contre l'humanité. L'arabisation est un crime contre l'humanité. C'est un crime. On abolit toute une civilisation d'une nation, comme ça, au nom de qui? Et on le fait au nom de Dieu. Un crime contre l'humanité au nom de Dieu. Ben, dites-nous un seul verset qui oblige chaque musulman à devenir arabe, à nier son identité, à nier sa langue, à prendre l'identité arabe et la langue arabe comme langue nationale, comme son langue. Dites-moi un seul verset qui exige ça. Non seulement qui exige, mais qui tolère ça. Non seulement il n'y a pas un verset qui l'exige, mais aussi il n'y a pas de verset qui tolère ça. Ceux qui l'arabisent, vraiment seront châtiés par Dieu. Non. L'arabisation est un crime contre l'humanité. Vous voyez que pour voir l'absence de la conscience, un seul homme a posé une toute petite question. C'est tout le monde arabophone, les aïmma, les ulama que j'appelle umala, les ministres, les écrivains, les historiens, et tout ça, tous confondus, ils n'ont pas pu répondre à une seule question posée lors de l'arabisation de l'Algérie par Boumedienne en 1971, avec deux carrés. Si la langue arabe était la nôtre, on n'a pas besoin de décret. Pourquoi les Saoudiens n'ont pas fait de décret pour arabiser les Saoudiens? Parce que c'est leur langue. Ça n'a pas besoin de décret. Pourquoi nous, on a besoin de décret pour les Arabes? Parce que nous ne sommes pas arabes. Mais la question posée par Katib Yassir Zahir, oui, un homme de grande valeur, oui, il a posé cette question. Il a dit, si nous sommes arabes, déjà, vous dites que nous sommes arabes, pourquoi nous arabiser alors? Et si nous ne sommes pas des arabes, et pourquoi nous arabiser? Ben, ni celui qui a signé le décret, ni tout le reste du monde n'a répondu à cette question. Oui? Ça veut dire quoi? Moi, je condamne l'ensemble des universités du monde. Tout le monde a entendu cette question. Tout le monde a vu ce qu'a fait l'arabisme pour les 20e pays de la Ligue arabe. Le crime qu'a commis l'arabisation contre les 20e pays sur les 22 de la Ligue arabe. Aucun n'a répondu à cette question. Normalement, toutes les universités du monde, tous les écrivains, tous les machins, ils vont demander à Boumedienne de répondre à cette question. Mais c'est toutes les universités qui n'ont pas répondu à cette question. Mais
chez le condamnable, en premier lieu, c'est l'université algérienne. Aucun étudiant, aucun professeur n'a posé cette question. Il dit, ouais, il y a une question qui a été posée. Pourquoi personne n'a répondu? Mais un gouvernement de ministres, d'ambassadeurs, des intellectuels, des auteurs des ouvrages, historiens, tout ça, qui se disent, ils se font passer par des hommes qui n'ont pas eu, même pas, un petit grain de rejolia, d'hommes, d'Algériens, pour demander la réponse de cette question. S'ils ont peur de répondre à cette question, mais pourquoi ils ont peur de la reposer? Parce que la plupart du temps, on arrive à avoir peur de dire quelque chose. On arrive à le dire. Mais on ne doit pas avoir peur d'écouter quelque chose. Je suis responsable peut-être de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que j'ai entendu. Mais là, l'arabisme, c'est même pour entendre, tu n'as pas le droit d'entendre. Mais lorsque ça m'arrive à maintes reprises dans des congrès, dans des conférences, tout ça, on m'enlève le micro. Je leur dis, vous n'avez pas le courage de dire des mots. Ça vous regarde. Ça vous regarde, vous, et vos enfants, et vos femmes, et vos voisins. Vraiment, je ne vois pas comment une femme avoir un homme de peur qui ne dit pas la vérité, ou bien des enfants qui ont leur père qui dit la vérité, ils doivent vraiment le nier, le renier. Ils doivent vraiment, ils méritent de leçons. Un père, un mari qui a peur de dire la vérité, et il mérite des leçons, par sa femme, par ses enfants. Mais avoir peur d'écouter, on m'enlève le micro, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a une lâcheté plus que celle-là? Ils ont peur d'écouter. Mais où on trouve ça? Seulement là où il y a l'arabisation. L'arabisation fait peur aux gens, même non seulement de dire la vérité, mais aussi d'écouter la vérité. D'écouter la vérité. Lorsque des questions pareilles ne se posent pas à l'université, on doit dire, à partir du moment on parle de la révolution à l'université. On parle du 1er novembre, 1956, c'est tout. Mais la référence, c'est Ben Badis. La référence, c'est pas Ben Mehdi. C'est pas Ben Anwan. C'est pas Ben Khaddam. C'est pas Farhad Abbas. C'est pas Salah Boublidar. C'est pas Karim El Qassem. C'est pas Amir Abdelkader. C'est pas Bamama. C'est pas Cheikh Bouziane. C'est pas Cheikh Haddad. Mais c'est Ben Badis. Est-ce que un étudiant, lorsqu'on voit la journée de l'ilm, c'est à l'honneur de Ben Badis, est-ce qu'il y a un étudiant qui pose la question à son professeur? Monsieur le professeur, qui est ce Ben Badis? Dis-nous qui est-ce?
Ah, Rachid Jonathan. Mais qui est-ce? Lui, son père, ses oncles, tout ça, la carrière. Est-ce que, avant Ben Badis, il n'y avait pas d'ulama en Algérie? Est-ce que pendant Ben Badis, il n'y avait pas d'ulama en Algérie? C'est après Ben Badis, il n'y a pas d'ulama en Algérie? Est-ce que Ben Badis, par rapport à Cheikh Boudjian, qui a amené une bataille à Zahad Shah, la France, le combat de Zahad Shah, la France a brûlé la population vive. La campagne, la résistance de Cheikh Boudjian. La résistance de المقرانية de Cheikh Haddad. Cheikh Haddad à son âge. Oui. De Cheikh Banana. Mais de Amir Abdelkader وما أدرك من Amir Abdelkader. Un homme de grande valeur. Le monde n'a jamais eu d'homme comme Amir Abdelkader, ni en Europe, ni en Asie, ni en Afrique, comme Amir Abdelkader. Oui, les valeurs de Amir Abdelkader sont méconnues jusqu'à présent. La France a voulu le salir. On a écouté ce qu'a dit la France sur Amir Abdelkader. Alors qu'Amir Abdelkader, il s'agit d'une petite jugeote de juger la vie d'Amir Abdelkader. C'est un homme. Il n'y a pas un deuxième. Eh ben, on oublie Amir Abdelkader. On prend Ben Badis comme référence. Cheikh Haddad, à son âge, oui, mort en prison. Oui. Et on le laisse, on prend Ben Badis comme référence. Et chaque année, on nous parle de Ben Badis comme référence. Et c'est le congrès de Ulama, de Oumala en 1936, qui est une référence, et non le congrès d'Assouma. Congrès tenu, organisé par le gouverneur général de l'époque, sous l'initiative de Lucien, conseiller un juif, conseiller du gouverneur général de l'époque, ami intime du père de Ben Badis, est le créateur, je dis bien, le créateur et le fondateur du Jamaat al-Ulama. C'est Lucien, c'est ce juif qui a créé le Jamaat al-Ulama. J'ai demandé à maintes reprises à Cheikh Cheikh Abdelrahman شيبان الله يرحمه وقلت له يعني كونوا رجال قابلوني امام تلفزيون قابلوني امام تلفزيون صدرت في كتاب تكلمت على بن باديس قال لي هذا شيء قلت له شوف كونوا رجال قابلوني امام شاشه تاع التلفزيون باش نوريكم بن باديس ولكن اللي يتبنى العروبه افقد العقيده الاسلاميه اللي يتبنى العروبه افقد الروح الوطنيه واللي يتبنى العروبه افقد حتى الرجوليه ما بقاش فيهم رجال ما همش رجال عن قرام كل من يتبنى شيخ جماعه العملاء ما بقاش فيه عن قرام نتاع الرجوليه قلت لهم مرارا وتكرارا كتابيا وشفاهيا في مؤتمرات عديده في المحاضرات عديده قلت لهم اذا كان راكم رجال مازالكم انقرام تاع رجوليه اما الاسلام خلاص ما بقاش فيكم الاسلام ما بقاش فيكم الروح الوطنيه قابلوني امام شاشه تاع التلفزيون ومن خلال هذا التسجيل اطلب من اي قناه اللي تحب يعني لنا تخدم الخدمه الوطنيه خدمه للشعب الجزائري لشبابنا لطلبنا الجزائري توجد المقابله انا وعبد الرزاق قسوم امام الشاشه التلفزيون. انا مستعد رغم حالتي انا مستعد
نقابل عبد الرزاق بن قسوم معاه ورفاق نتاعو جماعة الاستسلام للأعمال، جماعة يسموها العلماء. وي نقابلهم أمام الشاشة تاع التلفزيون واحد بالواحد أو جماعات كما يحبوا. وي وأنا على بالي لو كان يقنعوني بآية تاع القرآن والمرجع نتاعي الوحيد هو القرآن، كان يقنعوني بآية واحدة تاع القرآن، أنا نستغفر لهم، نضرب لهم المغفرة ونسجد لله، نركع على الأرض نسجد لله ونطلب المغفرة لله قد أمام الشاشة تاع التلفزيون. أنا على بالي هما ما يستغفروش، ولكن أنا لو كان يقنعوني باللي الشيء اللي يهضروه هذا بن بديش، الشيء اللي يهضروه هذا على بن بديش باللي يوافق القرآن، باللي بن بديش الشيء اللي عملوه ماهيش خيانة، باللي جماعة العلماء هي خيانة الكبرى للشعب الجزائري، لتاريخ الجزائرية، وخيانة الكبرى للإسلام. نعم، إذا كان يقنعوني بآية واحدة على هذا أنا نستغفر أمام الناس. نعم، ولكن أرجو من أي قناة اللي تحب تحقق تخدم الناس يعني للحق توجد المقابلة أنا وعبد الرزاق بكسوم وجماعة نتاعو ميم جماعة الآخرين تاع استسلام الأعمى هذوك إلى آخره. إذن في الحقيقة أنا قلت باللي أن اليونسكو هي منظمة عالمية تخدم أنا خلقت بسياسة نتاع لا فرماسونري، تخدم لسياسة استعمار pour la politique anglo-française et l'impérialisme américano-russe. Oui, l'UNESCO est au service de ces forces colonialistes anglo-françaises et impérialistes américano-russes. Elle a, à chaque fois que le monde arabe, que l'arabisme allait être effondré, allait être dissous, à être dénoncé, balayé, l'UNESCO vient au secours. L'UNESCO vient au secours. Les dernières manifestations des populations, c'était des manifestations qui étaient prévues contre l'arabisme. للتحرير بالشعب الشعب المصري يكون شعب مصري أصلي مصري، الشعب التونسي يكون شعب تونسي، هكذاك في سوريا، هكذاك في العراق، هكذاك في اليمن. ولكن دورها سموها ربيع العربي، عربي. سبحان الله. إذن أنا أتحداهم جميعا إذا كان ما زالهم جرام نتاع الرجوليات، يعني الروح الوطنية ما بقاش فيهم الروح الوطنية، أما عقيدة إسلام ما بقاش فيهم العقيدة الإسلامية. إذا كان عندهم رجولية يبقوا يقابلوني أمام الشاشة نتاع التلفزيون، ندرسوا الموضوع. أنا وعد الناس جميعا أن إذا كان قنعوني بكلمة واحدة، بآية، راني محتاج. في الحقيقة أن لما نشوفوا الطلبة نتاع الدول الناطقة بالعربية، أنا لم أقول للناس الدول العربية لأنها شهادة زور، فمن يقول الشعب الجزائري عربي
أو مروكي عربي، أو موريتانيا عربي، أو تونسي عربي، أو ليبيا عربي، أو مصر عربي، أو سوريا عربي، أو يمن عربي، أو لبنان عربي، أو عراق عربي، فويل لهم يوم القيامة. لقد شهدوا شهادة زور على ملايين 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 من الأجيال. نعم نعم. إذن أن العروبة والإسلام ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. سبحان الله، يا سبحان الله. عندما نسمع للناس يقول لك ثقافة عربية، ثقافة عربية، الأدب العربي. يا الناس تكلموا على الثقافة العربية، أما على بالكمش ما قريتوش كتاب اللي يهضر على العرب بكل تفاصيل ويقول باللي العرب ما عندهمش أدنى ثقافة؟ ما قريتوش كتاب هذا؟ واحد المرة كنت مجمعة في واحد المساجد في ليبيا، في ليبيا. قلت لهم مجمع ما قريتوش واحد الكتاب يعني اللي يتكلم على الناس على العرب باللي بكل تفاصيل باللي ما عندهمش حضارة ولا كل شيء. انطق واحد قال لي هذا ما يكون إلا كتاب نتاع اليهود، يا كاش يهودي يكتب على العرب. قلت له ماهوش يهودي. انطق واحد اخر يقول لي ماذا واحد ناس يكره العرب، واحد مسيحي والله واش. قلت له ماهوش مسيحي. قال لي ماذا واش من الكتاب هذا؟ قلت له قريته في الحقيقة، أو هنا في المسجد كاين الكتاب هذا اللي يكتب الكتاب هذا بأن العرب ما عندهمش ثقافة ولا حضارة ولا أدنى شيء من كلش من أدب. وهو الله، هو الله وكتاب الله هو الذي خلق العرب، هو اللي أنشأهم، اللي خلقهم وخلقنا جميعا، هو اللي يتكلم عن العرب بكل تفاصيل بأن العرب ليس لهم ثقافة ولا حضارة ولا أدنى أدب. ولكن القرآن جاء بالثقافة الإسلامية. ثقافة إسلامية كاينة، وفي الثقافة الإسلامية هي اللي تحارب الثقافة العربية. وي، الثقافة الإسلامية تحارب الثقافة العربية لأنها ثقافة الكفار والمشركين وإلى آخره إلى آخره. نعم. وهما يخلطوا الإسلام والعروبة. الإسلام والعروبة قلتها في كتاب وقلتها في مرارا وتكرارا في المناسبات أن اللي يخلط الإسلام مع العروبة اللي يخلط الإسلام دخل لطوبال. الإسلام دواء كي العسل، كي دير العسل دخل لطوبال، العسل هذاك يولي سم. Lorsqu'on met du miel dans une poubelle, le miel devient un poison. C'est ce qui se passe pour l'islam actuellement. Ce qui a fait de l'islam un poison pour certains. C'est parce qu'ils خلطوه مع العروبة. مع العروبة il devient un poison. C'est pour ça qu'il est devenu un poison l'islam actuellement. إذن لما إنسان ما يجعلش القرآن كمرجع. لما طلبة نتاعنا يجيهم العالم يديروها إلى ابن باديس، ما يطرحوا أي أسئلة. ما هو هذا ابن باديس؟ ما فعل هذا ابن باديس؟ هل قبل ابن باديس ما عندناش علماء؟ بعد ابن باديس ما عندوش علماء؟ في وقت ابن باديس ما عندناش علماء؟ أيوة. إذن ما هو شيخ بوزيان؟ ما هو شيخ حداد؟ وأمثالهم كثيرة، وأمثالهم كثير. وش بمدش؟ وي أن الجمعية ما يسموها جمعية العلماء المسلمين خلقها واحد اسمه لوسيان، يهودي صديق حميم لباديس. وي باديس سمعت ما عام سنة ماذا يتخلق الناس عبد الرزاق عمره ما ذكر باباه بن باديس. كان تاجر مع اليهودي هذا في قسنطينة، أصبح قائد ثم سرعان ثم طلعوه أغا ثم طلعوه بشاغة. علاش طلعوها؟ أهل فرنسا
قلع الناس هكذاك مجانا بدون ما يقدم حاجه لفرنسا. حوسوا واش قدم بنغلاديش باش طلعوه اغا باش قايد الى اخره. وحوسوا ما هو دكتور بن فلول. شكون هو هذا دكتور بن فلول؟ خال بنغلاديش. حوسوا علاش مرة نتاع بنغلاديش ما حبش تقعد عنده. وي علاش طلقته؟ هي اللي طلقته. علاش طلقته؟ وي قل حوسوا كيفاش بنغلاديش عنده لانفريمري باش يطبع صحف، يطبع جرائد، يطبع كل شيء اخره. يقول لك بنغلاديش اجتمع في نادي ترقي في العاصمه. ونادي ترقي هذا ماهوش موجود. وين موجود؟ موجود في اكفادو، في جبل اكفادو، ولا في جبل زوريس، ولا في الموند دي زاطلاس. واش داروا مكتب في الغابه، داروها في العاصمه قدام فرنسا. يعني كيفاش اذا كان فرنسا خلاتهم هكذا كذا، اذا فرنسا هذه عندها ديمقراطيه، عندها حريه، عندها هذه كل شيء اخره. ما حكموا ما والو. يقول لك في النادي الترقي اجتمعوا. كيفاش قدام فرنسا، قدام كل شيء يديروا اشياء كان. لو كان عندهم ناس مكتب، لو كان عندهم مكتب ما داروا ان بيسي في تامكوت كما داروها عميروش، في زوريس كما داروها كما مصطفى بن بلعيد، ولا ورسليس كما داروها شي محمد، ولا في الاخر كما داروها لطفي، ولا في الاخر في بيشكرا كما داروها شهداني. اذا كان هو ثوري. لكن هذا دارها دخل فرنسا. مع فرنسا ما عندها هو او يدير يعني دعايه لفرنسا بان فرنسا تسمح للناس ديروا واش تحبوا، كتبوا واش حبوا، الى اخره الى اخره. على كل حال اليوم نكتفي بهذا وما زالني نكمل هذه التسجيلات هذو. والسلام عليكم.
Metti. Metti. Allez. Metti. Hein? La fin de allez. Vérification. Tuzda survival gibi lan. Survival 2 tuzda survival. Evet.